Bonjour Samantha, il y a quelque temps on a parlé de ton roman Oraison et est-ce que tu peux nous dire pourquoi on est là aujourd'hui? Alors, ça fait très exactement 4 ans que Ce qui nous lie est sorti, puisque c'était en avril 2013. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé rapide? Alors, Ce qui nous lie, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alice. Alice peut voir les liens qui unissent les gens, c'est-à-dire qu'elle a accès, on va dire, de façon visuelle à une cartographie de toutes les relations affectives. Elle peut voir les liens des fils d'un blanc lumineux qui partent du plexus solaire d'une personne pour aller vers une autre personne. Et en fait, en fonction de l'épaisseur du lien, entre guillemets, elle sait quel est le degré d'attachement entre les personnes. Donc Alice, elle a ce don. On ne sait pas trop comment c'est apparu. On sait simplement qu'un jour, alors qu'elle était en train de vivre un certain nombre d'événements difficiles dans sa vie, elle a ouvert les yeux et qu'elle a vu ces liens entre les gens. Au début, elle a cru qu'elle était folle et son meilleur ami, du coup, qui lui, en fait, est interne en médecine, Jonathan, lui propose de faire passer une batterie de tests pour vérifier si elle n'est pas folle. Et en fait, il s'avère que rien ne ressort scientifiquement. Elle voit ça, mais il n'y a aucune explication. C'est ce qu'on appelle une hallucinose. C'est-à-dire que c'est une hallucination et on est conscient que c'est une hallucination, donc c'est assez particulier. Et donc elle abandonne la piste scientifique et elle apprend à vivre avec ce don. Elle s'en sert d'une façon assez particulière, notre Alice, puisqu'en fait, comme elle a accès à ses relations, elle s'est fait une sorte de mission personnelle par rapport à des blessures qu'elle a vécues, en fait, de dénoncer les hommes qui avaient diverses liaisons et qui trahissaient des femmes. Alice, c'est un personnage quand même de femme forte, de femme aussi voilà, assez justicière dans l'âme, et elle fait quand même une utilisation de son don assez particulière. Pendant des années, elle s'est isolée, puisqu'elle avait honte de son don, elle se sentait mal, elle avait du mal à supporter la décharge d'informations de ce qui l'entourait, et elle le retourne en fait dans le travail, dans un cabinet de RH, un cabinet de recrutement, en se disant qu'il est temps qu'elle retrouve une vie normale et qu'elle arrête un peu cet esprit justicier et que finalement, maintenant qu'elle a apprivoisé ce don-là, ben voilà, elle accepte. Et elle rencontre Raphaël, son manager, qui lui est un homme duquel elle ne voit aucun lien. Tintin. Et l'histoire, en fait, s'articule entre le présent et le passé. Donc on découvre Alice dans le présent quand elle travaille dans ce cabinet de chasseur de tête, avec ce don qu'elle a acclimaté. Et dans le passé, en fait, chaque chapitre nous montre comment elle a découvert qu'elle avait ce don et toute la période un peu plus, on va dire, sombre de sa vie. Donc c'est un récit qui n'est pas du tout une romance. C'est plutôt, si on devait resituer, on va dire, d'un point de vue genre, pour catégoriser, ce serait ce qu'on appelle du réalisme magique. C'est-à-dire qu'il y a quelques petits événements surnaturels, mais qui ne sont pas du fantastique. En réalité, les événements surnaturels sont amenés pour faire réfléchir et symbolisent en quelque sorte l'intériorité des personnages, comme c'est le cas ici pour Alice. Pourquoi ce roman a eu plusieurs vies en fait et surtout pourquoi est-ce qu'il a été traduit en allemand et pas en anglais par exemple? Donc Ce qui nous lie, c'est un roman qui a eu plusieurs vies. Tout d'abord le grand format, sorti en 2013. Ensuite il y a eu la version poche également, le format poche. Et enfin Ce qui nous lie a été traduit en allemand sous le titre, attention, Das Geschenk der Mademoiselle Alice, qui signifie le don de Mademoiselle Alice. Et il a été publié chez Ullstein. Alors la traduction en allemand est déjà un petit peu plus facile à obtenir que la traduction en anglais. Il faut savoir que le marché du livre allemand, on va dire, est très, très vivant, très dynamique, et c'est plus facile d'avoir des sessions en allemand. Et pour le coup, voilà, Ullstein aimait beaucoup le pitch, et j'ai même eu la chance de pouvoir rencontrer la traductrice allemande quand elle était de passage sur Paris. Elle est venue, on a échangé, elle m'a posé des questions. Et voilà, et c'était très intéressant. Vu que j'ai fait allemand LV2, disons que je crois que je suis complètement incapable de le lire. J'ai commencé à regarder quelques phrases et donc je ne peux pas prendre connaissance du texte dans sa langue allemande, c'est dommage. Mais en tout cas, je suis ravie qu'il ait eu cette chance de pouvoir vivre dans une autre langue. C'est quand même assez génial d'avoir son roman traduit à l'étranger. Est-ce que tu pourrais nous dire comment a été choisie la couverture de ce roman? Donc la couverture de Ce qui nous lie, ça a été toute une étape parce qu'en fait, du coup les éditions Milady ont fait énormément d'essais de couverture et aucune ne me satisfaisait. On avait vraiment du mal à trouver la poésie, le ton. Enfin, c'est toujours difficile une couverture de toute façon. Retranscrire un livre, un contenu de manière assez exhaustive, c'est impossible. On est obligé de faire des choix, des partis pris. Et en plus, pour le coup, là-dessus,
Il y a toujours cette idée que la couverture, il faut quand même qu'elle soit jolie, il faut quand même qu'elle soit attirante, etc. Donc les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est toujours assez varié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu désespérée parce qu'aucune des couvertures ne me convenait, mais vraiment. Et j'ai passé des heures et des heures et des heures, je me souviens au mois de décembre, à regarder des sites internet de photographes. Et je suis tombée en fait, au bout d'heures et d'heures de recherche, sur cette photo, mais complètement par hasard, d'une photographe londonienne. Et je l'ai vue et je me suis dit, c'est la couverture dans mon livre, c'est ça. Je trouve que dans cette photo se dégage une poésie, se dégage à la fois une force, cette femme de dos, ce côté un peu mystérieux, et finalement ces fils qui à l'origine étaient en violet du coup sur la photo et qu'elle a pu rectifier. Donc ce qu'on a fait, ne prenez jamais des photos sur internet bien sûr, le droit d'auteur ça existe, y compris sur internet. On a contacté avec les éditions Milady Emma Allwood, là on lui a proposé en fait d'acheter les droits de sa photo et elle a été ravie, elle était super contente qu'on tombe sur son travail par hasard et qu'on achète les droits de la photo. Et c'est comme ça que ça s'est déroulé pour ceux qui nous lisent. Donc j'ai trouvé la couverture de mon livre et j'aime vraiment beaucoup cette couverture. J'aime encore plus je crois la version du poche. Je sais pas, je la trouve... La photo est en plus grand, je sais pas, je l'aime beaucoup. Je trouve ça beau. Donc je suis ravie de cette couverture, vraiment très contente que Milady ait accepté du coup de démarcher cette photographe. Ce qui nous lit a eu un certain succès, on a beaucoup entendu parler sur les blogs je crois. L'accueil de Ce qui nous lit, ça a été assez impressionnant. Puisque tout au début, je me souviens quand Milady a partagé cette publication, il y a énormément de lectrices, de blogueuses, etc. qui ont voulu le recevoir en service de presse. Il a été lu et chroniqué très rapidement et il a eu une sorte de... Enfin, c'est vraiment un roman, quand je vais en salon, les gens connaissent la couverture, quoi. Me disent « Ah oui, Ce qui nous lit, vous êtes l'auteur de Ce qui nous lit, etc. » Et du coup, il a eu un accueil vraiment, vraiment très positif et chaleureux. Certaines personnes n'ont pas aimé le livre en disant que justement, pour elles, c'était pas une bonne romance. Et j'ai jamais voulu faire une romance. Et c'est là que je pense que la connotation, on va dire, romance de Milady faisait que certaines personnes avec en plus une collection nommée Grande Romance s'attendaient à une histoire d'amour. Et pour le coup, c'est pas une histoire d'amour. En fait, c'est une trajectoire de femme extrêmement intime et psychologique. Et d'autres, j'en dirai pas plus, mais en fait s'attendaient à ce qu'il y ait des explications poussées sur le don surnaturel, alors qu'en fait ce qui nous lie est dans le non-dit, c'est du sous-entendu. Vous avez une citation en fait au début de Ce qui nous lie qui pour moi donne la clé du livre. Cette citation, ce qui a été refusé dans l'ordre symbolique ressurgit dans le réel par Jacques Lacan. Pour moi cette citation veut tout dire, c'est que je ne fais pas un spoiler en le disant, mais le don d'Alice c'est le reflet en fait de son état psychologique. C'est pas du fantastique en tant que tel. C'est que si elle peut voir les liens entre les gens, c'est presque une métaphore assez poétique des individus hypersensibles qui voient des choses que les autres ne voient pas quelque part. Et là, c'est représenté de façon visuelle, avec un traitement hyper réaliste, parce que finalement, elle se demande si elle est folle, elle va chez le médecin. Donc voilà, il y a quand même un traitement très réaliste de ça, de se dire, imaginez, aujourd'hui, du jour au lendemain, vous voyez quelque chose qui n'existe pas, qu'est-ce que vous faites ? Et ensuite dans l'accueil, il y a Margot Liseuse qui a fait une vidéo sur Ce qui nous lie il y a quelques temps. Et alors moi je ne connaissais pas du tout Margot à l'époque, je suis tombée sur cette vidéo par hasard. Et je remercie vraiment chaleureusement Margot. Quand j'ai vu à quel point le roman l'avait touchée, à quel point en fait elle s'était retrouvée, à quel point ça avait fait vibrer une corde intime chez elle. Je sais pas comment expliquer ça, mais sa vidéo m'a vraiment touchée parce qu'elle prononçait à voix haute tout ce que j'avais voulu qu'on ressente quand j'ai écrit ce livre. Du coup, c'était un peu la mission accomplie. Je me suis dit, ok, si quelqu'un a ressenti ça, si ça a fait écho à ce niveau-là, alors ça veut dire que j'ai fait mon travail d'auteur. Et voilà, et Margot, après, elle était déjà assez connue à l'époque, mais ensuite, elle a continué sa trajectoire booktube comme beaucoup la connaissent. Et voilà, et elle a vraiment fait beaucoup pour ce livre. Elle l'a beaucoup défendu. Comme beaucoup d'autres booktubeuses ou blogueuses qui ont vraiment aimé, qui l'ont porté, qui en ont parlé. Ça a été un très joli bouche à oreille pour ceux qui nous lisent. Et c'est intéressant parce que c'est un livre que les gens adorent ou n'aiment pas. Mais vraiment, par contre, quand ils l'adorent parce que, paf, ça fait écho, ça a touché une zone sensible. Et d'autres à qui ça ne parle pas. Moi, je respecte complètement ça. Je veux dire, j'écris à un moment donné ce qui m'anime, ce qui me plaît. Et ensuite, voilà. Je pense qu'un livre, c'est un peu comme deux personnes. Ça passe ou pas. C'est une alchimie qui opère ou non en fonction de son vécu, en fonction de son caractère, etc. Ce qui nous lie, il est vraiment particulier parce que je l'ai écrit donc en 2012. J'avais commencé quelques chapitres en 2011 et j'avais pas réussi à trop avancer. J'avais écrit les 2 premiers chapitres. En 2012, donc, je vais dire que je l'ai écrit à peu près
je crois entre février et avril, d'une traite. C'était vraiment une fulgurance d'écrire ce livre. Et c'est un roman particulier. Il a vraiment une voix et un ton. Le style est assez incisif, assez haché. Chaque phrase a une sorte d'impact comme ça. Et je l'ai écrit avec une voix d'une façon de laquelle je n'écris d'ailleurs plus aujourd'hui. C'est assez curieux de voir qu'en fait, j'étais dans une atmosphère, dans une ambiance et habitée par ce personnage d'Alice, avec ses fragilités, ses vulnérabilités, ce qu'elle traverse, un vrai mélange de lumière et de noirceur en fait. Et ça a donné quelque chose comme ça d'un peu particulier que je serais sûrement incapable de reproduire aujourd'hui. Comme quoi, il y a des livres qu'on écrit aussi dans un état d'esprit, à un moment de sa vie, à des périodes, et on est ému comme ça par une voix, par un personnage, par une histoire. C'est un roman qui restera vraiment unique pour moi, je pense. Vraiment, il a marqué un tournant à tous les niveaux. Psychologiquement, quand j'ai terminé ce livre, j'étais d'une sérénité profonde, comme le personnage. Parce que c'est vraiment un roman qui va vers la lumière. C'est un roman qui a beaucoup de lumière, beaucoup de positif aussi, même si ça aborde parfois des sujets graves comme Alzheimer, etc. Et c'est un roman plein de vie, je crois. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de mettre dedans. Il y a une forme de dureté. Et si je devais aujourd'hui écrire un roman sur les liens entre les gens, j'écrirais pas ce livre-là, mais comme quoi ça veut vraiment dire, et ça signifie profondément, qu'on écrit un livre à une période, comme on peut lire à une période. Et ce qui nous lie, j'accepte complètement que ça s'incarne dans un moment particulier de ma vie. On n'a jamais vu ça sur ta chaîne encore, mais je pense que ce serait chouette de faire une petite lecture d'un extrait du roman, si tu veux bien. Allez, on va lire un petit extrait, donc qui est un moment assez émouvant du livre. C'est parti. Passé, 22 mai 2010. Tout ira bien. Ah bon? Oui. J'ai peur. Mais il n'y a pas de raison d'avoir peur. Alors pourquoi j'ai peur? J'aimerais pouvoir t'expliquer. T'expliquer que le monde, tel que tu le perçois actuellement, si hostile, si inconnu, n'est pas véritable. Que je suis là, que nous sommes tous là, pour mettre le plus de lumière possible dans ces ténèbres qui t'entourent. J'ai peur. Il faut pas avoir peur, mamie. Si, je comprends plus rien. Tout ira bien. Tu crois? Oui. Je vais marcher un peu. Marche un peu, mamie. Elle se lève alors péniblement de sa chaise et avance en traînant des pieds. Au début, je lui disais d'arrêter car elle se fatiguait, mais elle m'a expliqué qu'il le fallait, que marcher l'aidait à réfléchir, à mettre de l'ordre dans sa tête, à ne pas s'endormir, de peur d'être incapable de se réveiller. Une angoisse de la mort qui sourd en elle, un instinct de survie qui la pousse à faire les 100 pas dans cette maison, jusqu'à ce que ses jambes se dérobent. Quand même, papy est parti depuis longtemps, il faut qu'il revienne. Il n'est plus de ce monde depuis plusieurs années. Inutile de te le rappeler. Faire comme si de rien n'était. Le temps est aboli dans ton esprit. Tout semble confus. L'instant que nous venons de partager n'existe plus. Il est englouti dans les larmes de ta mémoire défaillante, de ta mémoire déréglée. Les événements se rompent, n'ont plus de sens, plus de logique. Tu me reconnais, c'est déjà bien. Je sais que d'ici quelques mois, quelques années peut-être, mon visage te sera inconnu. Alice? Oui? Je suis fatiguée. Alors arrête de marcher, mamie. Non, il faut continuer. Pourquoi? J'ai peur. Tu vis dans un monde de cauchemars, un monde où les minutes s'envolent perdues à jamais, un monde où chaque geste du quotidien devient source d'interrogation, de doute. J'essaie d'être ton pilier, d'être là pour te rassurer. C'est comme une musique, on connaît le couplet, le refrain, il faut répéter encore et encore, avec tous les tons possibles, avec patience, ne jamais s'énerver, avoir l'air sûr de soi. J'ai peur, tout ira bien. Tu crois? Oui, j'ai quand même peur. Pourquoi tu as peur, mamie? C'est que je crois que j'oublie tout. Instant de lucidité, éclair fugace, lumière dans le noir. Elle réalise que quelque chose ne va pas, que tout ne tourne pas rond. Tout ira bien. Tu crois? Oui. Tout ira bien. J'y mets le plus de conviction possible. C'est une musique, mais c'est aussi une pièce de théâtre. Les rôles changent souvent. Je suis ta petite fille, l'instant d'après ta fille, parfois une femme, parfois l'enfant que j'étais. Tu es tantôt ma mère, ma grand-mère, ma tante. Le texte varie de temps à autre, mais pas si souvent. Gardez le sourire, cette expression sereine, alors que tout en moi crie. De temps à autre, les larmes jaillissent. Se tourner avec pudeur, chercher quelque chose à faire, t'épargner ce spectacle, te regarder avec un air de profonde quiétude. Ce ne sont que des cellules pourtant, des connexions qui ne s'effectuent plus normalement dans ton cerveau. Ce que nous sommes, ce que nous avons construit tient à si peu de choses.
Cette maladie te ronge, prend d'assaut tes neurones, abolit tes souvenirs, ta vie. Je n'ose plus te demander. Tu te souviens, mamie? Car je vois alors tes traits s'affaisser, une lueur de tristesse passer dans ton regard clair. Il te reste un seul souvenir de nos moments passés ensemble, si fort sans doute qu'il parvient pour le moment à échapper à la destruction. Celui-ci, je t'en parle assez souvent, parce que je sais qu'il reste là, que c'est ce qui nous unit, les dernières bribes de notre passé commun, que tu peux encore voir défiler dans ton esprit obscurci. Tu te rappelles, mamie, le jour de ma naissance? Mais oui, tes yeux, si bleus! Et tu t'approches, tu passes tes mains autour de mon visage, tu me fixes avec intensité. Tes yeux si bleus, tu étais si petite, minuscule. C'est moi, c'est toujours moi, mais j'ai grandi. Ah, ma petite fille, sans toi, je sais pas ce que je deviendrais. Je suis là. Oui, mais j'ai peur. Peur de quoi? Peur de ne plus être là. Peur qu'on soit séparés. Nous ne sommes pas séparés, je suis là, tu vois. D'accord, d'accord. Tu reprends ta marche à travers le salon un peu rassurée. Maintenant, c'est toi qui sembles si petite, voûtée, ta crinière argentée posée sur ton épaule. Tu t'occupais de moi lorsque j'étais enfant et vulnérable, c'est à mon tour de te protéger. Je mets toute ma force, toute mon énergie pour tenter de dissiper quelques instants les démons de ton univers intérieur. Mais je ne peux que les deviner à ce que tu me dis, à l'épuisement de ton corps. Verras-tu mes enfants? J'en doute. J'ai à peine 22 ans. Même si tu vis encore une dizaine d'années, tu ne te souviendras plus de qui je suis. Tu ne pourras pas identifier le lien qui t'unit à eux. Tu t'approches du balcon, tes mains parcheminées enserrent la rambarde. Quel beau citronnier, vraiment, je ne l'avais jamais vu. C'est toi qui l'as planté pourtant. Mais tu sais reconnaître les belles choses, c'est l'essentiel. Dans quelques instants, tu auras déjà oublié que tu l'as vu, et tu t'étonneras encore de sa taille, de ses branches qui ploient sous les fruits d'un jaune vif. C'est ainsi que depuis plusieurs jours, je m'émerveille avec toi à chaque fois. J'ai l'impression de voir chacun des petits moments passés ensemble s'imprimer sur ta rétine pour s'enfuir je ne sais où. Afin d'apaiser ma douleur, j'imagine qu'il existe un endroit, quelque part, sur Terre ou dans les étoiles, où ces images de ta vie s'envolent et se réfugient pour éviter la destruction définitive. Mais au cas où ce ne serait que pure invention, je les garde contre mon cœur, ces morceaux de ta vie, je les serre avec force. Oraison, je l'ai écrit quand j'étais en terminale L. Donc j'étais à l'internat, j'étais interne à l'époque dans un petit lycée de campagne. Et sur mes heures d'études, j'avais mon ordinateur portable et j'écrivais. J'ai d'ailleurs mon journal intime de l'époque. C'était mon journal où je parlais de ma vie passionnante de lycéenne. Un journal qui m'a bien aidée d'ailleurs pour écrire Nos âmes jumelles, pour me remettre en fait un peu en quelque sorte dans cette ambiance du lycée, de ce qui fait partie des préoccupations de l'époque. Et alors attends, je cherche le passage. Donc voilà, mardi 7 février 2006, 19h47 en études, parce que j'étais quand même très précise.